Au milieu du génocide rwandais en 1994, il se trouve aussi que des Hutus ont sauvé des Tutsis, ceux dont l'élimination était programmée. Alors, qui sont ces héros exceptionnellement normaux qui ont protégé des vies au péril de la leur? Avec nous pour en parler, Jacques Roisin, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre livre a pour titre Dans la nuit la plus noire se cache l'humanité, récit des justes du Rwanda, publié aux éditions Les Impressions Nouvelles. Vous êtes psychanalyste et chargé de cours à la faculté de droit et criminologie de l'université de Louvain en Belgique. Vous avez donc mené cette enquête inédite. Pourquoi cette histoire est mal connue, pour ne pas dire méconnue? Bon, en fait, ça m'étonne moi-même parce que j'ai rencontré peu d'enthousiasme au Rwanda, même auprès de rescapés, pour faire ce travail, pour m'occuper de quelques Hutus qui ont sauvé alors que beaucoup de gens ont génocidé. Et donc, je me dis que c'est sans doute tellement la première réalité du génocide, c'est une masse de barbarie, un océan, et que là, il y a juste eu une goutte d'eau de temps en temps de gens qui ont fait autre chose que la barbarie. Mais j'ai trouvé que ça valait la peine de les écouter. Alors, il y a peut-être aussi le fait que ça peut culpabiliser les Hutus qui n'ont pas sauvé, qu'on mette à l'ordre du jour le comportement de certains. Enfin, D'où peut-être un silence. Ouais, Vous utilisez donc le mot de juste pour les qualifier, mais on rappelle que ce terme a été forgé en Israël pour désigner les non-juifs qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des juifs de l'extermination nazie. Est-ce que vous avez hésité avant de choisir ce terme ? J'ai hésité de le mettre avec une majuscule parce que ces gens sont tellement humbles. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment très impressionné. C'est l'humilité de ces gens qui ne parlent pas au grand jour de ce qu'ils ont fait. Il faut vraiment aller les chercher, leur poser des questions. Ce que nous avons fait à 3 personnes. Et donc... C'est difficile d'avoir leur confidence? Non. À partir du moment Ils se livrent facilement? En fait, ils ne se livrent pas spontanément. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Mais quand on va chez eux et qu'ils voient que on est quelqu'un qui s'intéresse à eux et qui veut connaître leur histoire, eh bien, ils se mettent à parler et puis ils arrêtent pour que l'interprète me traduise et puis ils se remettent à parler. Et c'est quand ils ne reprennent pas leur discours spontané que je pose des questions. Donc à partir du moment où on est dans un lien de confiance et qu'on a introduit, il n'y a pas de problème. Mais eux ne vont pas en parler, quoi. Alors comment vous avez procédé pour contacter ces personnes, recueillir ces témoignages? Mais parce que j'avais déjà fait 2 voyages pour des raisons professionnelles, donc envoyé par mon université pour aller travailler en collaboration là-bas, pour colloques, pour donner cours, des choses comme ça, donner des formations. Et donc j'avais appris qu'il y avait des gens qui avaient sauvé. Donc à un moment, je m'étais dit ne travailler qu'avec les victimes, parce que j'ai travaillé 20 ans dans le service d'aide aux victimes, et travailler avec des gens très violents, parce que j'ai travaillé dans un service où je recevais aussi des gens violents. J'avais envie d'entendre aussi la part humanisante de l'être humain et pas seulement la déshumanisation et les effets de la déshumanisation. Et donc j'en ai parlé autour de moi lors d'un voyage et j'ai rencontré quelques personnes et puis surtout j'ai eu la chance de rencontrer 2 autres personnes qui avaient le même projet que moi et qui étaient beaucoup mieux que moi introduits au Rwanda, puisque l'une est belgo-rwandaise et était partie juste avant le génocide par hasard pour rendre visite à de la famille, donc, dont le papa est belge et la maman est rwandaise. Et j'ai rencontré aussi un avocat qui voulait faire la même chose et qui lui avait déjà rencontré plusieurs. Et donc lui, il a prospecté et grâce à lui, je dirais que 15 des 21 justes que j'ai rencontrés, c'est grâce à lui, quoi. Un travail de recherche de terrain en profondeur. Ouais. Et ce livre donc de 350 pages, combien de temps vous avez mis à écrire, à retranscrire tous ces témoignages? Ça a pris beaucoup de temps parce que d'abord il fallait le faire traduire en français. Donc j'avais enregistré systématiquement toutes les interviews. J'avais des kilomètres d'interviews puisque je suis allé plusieurs fois, parfois 4 fois, chez les mêmes justes pour les entendre, dire tout ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils voulaient bien dire. Et donc d'abord il a fallu que des gens transcrivent, que je travaille sur la traduction avec un ami pour voir si la traduction était fidèle et si moi je ne reformulais pas, j'avais demandé une traduction tout à fait littérale, si je ne reformulais pas de façon trop littéraire pour être auprès du texte. Et donc sur les 21 personnes, il a fallu choisir les personnes qui sont peut-être représentatives de la diversité de ces actes.
et résumé, puisqu'il y a beaucoup de répétitions. Et puis, il y a une deuxième partie de réflexion, donc, où là, j'ai quand même pas mal bossé pour reprendre ce que eux disent sur leurs actes et ce que moi, de par mon métier d'analyste et ma pratique avec des victimes et des bourreaux, eh bien, je pouvais dire de cet acte-là, quoi, qui sort de l'ordinaire. Et parmi ces justes, cette vingtaine de personnes, vous avez recueilli le témoignage de ce militaire Hutu que tout portait à participer au massacre. Et pourtant, racontez-nous. Oui, et pourtant, lui, il s'est senti responsabilisé quand il a vu que l'armée qu'il avait engagée pour défendre la population voulait exterminer une partie de la population. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, il a cherché à rentrer en contact avec des personnes qui se cachaient, parce que dès le début, dès le lendemain de l'explosion du président Habyarimana, on accusait soit les Belges, soit les Tutsis. Et donc, de l'avion, l'explosion de l'avion dans lequel était le président qui revenait d'avoir signé un accord et qui devait repartir encore pour signer des accords. Et donc, les gens qui étaient contre ces accords, on ne sait pas qui, mais enfin, les gens qui étaient contre ces accords, il n'y en a pas beaucoup. On peut quand même se dire que c'était les extrémistes Hutus. Eh bien, on a accusé les Tutsis et donc il y a des massacres qui ont commencé. Et non seulement des massacres, on peut parler de génocide puisqu'il voulait exterminer de la terre la présence des Tutsis. Et lui, il a été contre ça. Et il a contacté des Hutus en qui il avait confiance pour dire où avez-vous vu, est-ce que vous avez caché des Tutsis, et pour leur, par 3 reprises, les amener de nuit au Burundi, où ils pouvaient être sécurisés et échapper aux traques génocidaires. Et des héros, il y en a eu d'autres. Quelles sont les autres personnalités qui vous ont marqué? Par exemple, un imam musulman qui avait vu, ils habitent au bord d'un lac et de marécage, et ils avaient vu un soir, c'était le lendemain de l'explosion de l'avion, ils avaient vu qu'il y avait des massacres. Et ils croyaient que c'était les gens du président, puisqu'avant il y avait eu un parti unique, et ils avaient confisqué toute l'économie, le tourisme, le droit, la politique, tous les postes clés étaient aux mains des proches du président. Ils ont cru que c'était le président qui venait se venger, enfin les proches du président qui venaient se venger de la mort du président en tuant les opposants. Et puis la nuit, ils sont allés pour sauver ces gens. Et là, ils se sont rendus compte que c'était que les Tutsis qui étaient visés. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que c'était un génocide. Et alors, ils ont mis 4 barrières, ils ont érigé 4 barrières aux 4 coins d'entrée de la colline, et ils se sont battus, surtout avec les habitants musulmans qui ont suivi l'imam, et qui se sont battus armes à la main, donc avec les mêmes armes que les assaillants au départ, c'est-à-dire des bâtons, des lances, des arcs à flèches, des cailloux. Et puis qui, après, quand les gens sont arrivés avec des fusils, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu la bataille et ils sont allés cacher leurs Tutsis dans les marécages. Et la nuit, quand les génocidaires allaient continuer à exterminer, eh bien la nuit, ils allaient rechercher les rescapés pour les mettre dans les endroits où les génocidaires étaient déjà passés, en se disant qu'ils ne vont pas repasser aux mêmes endroits. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fort impressionné. Bien Mais il y en a d'autres aussi. C'est juste, comme vous les appelez, ils ont un profil commun. Il y a 2 choses qui les caractérisent. D'abord, c'est une compassion humaine très ancrée en eux, qui fait qu'ils n'ont pas été pris par le discours de haine fanatique contre les Tutsis. Pour eux, quelqu'un est d'abord un être humain. Nous avons tous le même sang, il n'y a pas quelqu'un dont il y a de l'eau qui passe dans les veines. Bien sûr. Le fait d'être un homme ou une femme, ça change quelque chose ou pas? Du côté de... Au niveau de... Non, pas du tout. Non. Il y a dans aussi, vos témoignages, vous avez des hommes comme des femmes? Oui, j'ai rencontré des femmes qui ont sauvé. Il y en a une, par exemple, qui a sauvé avec énormément de délicatesse. Ça m'a aussi beaucoup impressionné. Elle avait vu un vieux monsieur passer. Il était blessé, donc il savait qu'il avait été traqué, déjà en partie macheté. Elle l'a caché derrière des tôles entre 2 baraquements. Oui. Et puis, elle est allée mettre une tôle au-dessus et lui apporter du thé. Et quand elle est repartie, elle s'est dit, mais dans le fond, la tôle que j'ai mis au-dessus, elle est trouée. Et elle est allée mettre un parapluie. Et donc, c'est tous des témoignages comme ça, très bouleversants, des actes individuels. Parfois, il y a des actes de résistance collective où des gens ont fait résistance et se sont renseignés les uns les autres des gens qui étaient blessés ou qui étaient traqués et qui ont envoyé des Hutus pour aller les cacher ou les soigner.
Après ces massacres, on le rappelle, le Rwanda, c'est 800 000 morts. Jacques Roisin, vous qui êtes psychanalyste, comment on se remet de cette folie humaine ? Je crois que pour le moment, les Rwandais s'en sont parmi et c'est normal. Et même nous qui nous occupons parfois de rescapés, ou bien qui collaborons, ou bien même pour faire l'enquête, on s'en remet difficilement. Moi, j'ai eu la chance de prendre cette horreur du génocide par un bout positif, qui est l'humanité qui a continué à exister, d'où le titre « Dans la nuit la plus noire se cache l'humanité ». Mais en même temps, on apprend des choses terribles sur le Rwanda. Et il y a une caractéristique dans cette population qui est de parler des faits et de très peu parler de ce qu'ils ressentent par rapport aux faits. Et donc, ils vous racontent des faits horribles, sans affect, sans expression d'affect, et devant des petits-enfants. Et moi, je me retournais vers les enfants. Je dis, mais les enfants là, comme pour dire, on va les traumatiser si on parle de ça devant eux. Mais les enfants étaient impassibles. Et donc, je crois que ça, pour moi, c'est une grosse question. Cette mentalité culturelle de ne pas exprimer ses affects, de rester secret, je crois que ça ne les aide pas tellement à pouvoir dépasser. Mais j'entends que, à la fois, il y a énormément d'initiatives qui sont encouragées d'ailleurs par le pouvoir pour s'occuper des rescapés, pour que le pays reparte dans la réconciliation. Il y a une vraie réconciliation nationale. En tout cas, c'est travail, l'idéologie dominante. Jacques. Mais en même temps, on entend les gens parler tout le temps du génocide. Oui. Et donc, ça veut dire que c'est difficile de s'en remettre. C'est difficile d'oublier. Puis croiser les bourreaux de sa famille. Bien sûr. Jacques Roisin, merci. Dans la nuit la plus noire se cache l'humanité, récit des justes du Rwanda, publié aux éditions Les Impressions Nouvelles. Merci pour tous ces témoignages. Merci.